le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Troisième sortie pour cette semaine. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François et Smith et Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. En Martinique, confinement et couvre-feu prolongé pour 3 semaines jusqu'au 19 septembre. Les plages sont désertées. Les touristes ne sont plus l'île du soleil en mode confinement. Voici un reportage signé Euronews. Des plages désertes, les touristes absents, des magasins fermés, la Martinique va devoir patienter avant de sortir du confinement imposé le 30 juillet. Confinement et couvre-feu sont prolongés de 3 semaines encore jusqu'au 19 septembre. La situation sanitaire ne permet pas plus de liberté, alors que seuls 22% des plus de 12 ans sont doublement vaccinés, contre 60% en moyenne en métropole. Entre les 16 et 22 août, 3211 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés. La Martinique a enregistré 405 décès à l'hôpital depuis le début de la pandémie, dont plus d'un tiers entre les 9 et 22 août, lors d'un pic inquiétant. La rentrée des classes, prévue initialement le 2 septembre, est décalée au 13 septembre. Le même report est prévu aussi en Guadeloupe. Au Nigeria, l'insécurité menace la production alimentaire. Face à l'insécurité dont souffrent les agriculteurs, l'État de Benue, ces derniers sont contraints de fuir leurs terres et ne peuvent produire que de faibles quantités, une situation qui suscite la hausse des prix des denrées alimentaires. Voici un reportage signé Africa News. La crise sécuritaire augmente les inquiétudes alimentaires au Nigeria. Victimes de kidnapping ou de pillage, de nombreux agriculteurs dans la région de Middle Belt décident de fuir les violences et d'abandonner leur culture au détriment de l'approvisionnement local en fruits et en légumes. La plupart d'entre eux vivent dans des camps de déplacés. Je possède 100 hectares de ferme à Tiangé dans le gouvernement local de Gwer West. J'y étais depuis de nombreuses années. Mais cette année, je n'ai pas pu atteindre ma ferme après le labourage et le herçage. Depuis des années, la région agricole de Benue ainsi que les États du nord-ouest du Nigeria font face aux violences entre éleveurs nomades et agriculteurs. Le gouvernement de l'État de Benue craint que l'exode rural ait des conséquences alarmantes sur la production alimentaire et l'économie globale. Il y a un problème entre nos mains dans l'État de Benue et au Nigeria. L'État de Benue est le panier alimentaire de la nation. Mais si vous avez plus d'1,5 million de personnes qui sont déplacées et ne peuvent pas aller dans leur maison ancestrale où ils font leur agriculture, alors cela devient un grand défi. La querelle entre nomades et agriculteurs s'est intensifiée avec l'apparition des effets du changement climatique et la concurrence pour l'eau et la terre aggrave l'insécurité alimentaire du Nigeria. Tant que nous ne serons pas capables de produire suffisamment de ces denrées alimentaires, le prix ne baissera jamais et sommes-nous capables de les produire en ce moment? Non, parce que les agriculteurs ne sont pas là et qu'il n'y a rien pour les protéger dans leurs fermes contre l'invasion des bandits et des personnes qui les kidnappent. Tant que cela ne sera pas fait, nous ne pourrons pas avoir d'amélioration par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Les produits se font rares mais sont de plus en plus chers. L'offre ne parvient plus à égaler la demande. Selon le Bureau des statistiques du gouvernement nigérian, l'inflation des denrées alimentaires du Nigeria a atteint 22% en juin dernier. En Afghanistan, les talibans à la recherche de leurs opposants, c'est comme une apocalypse. Cette jeune Afghane s'est risquée pour la première fois dehors lundi chez Kaboul et a encore du mal, encore à ses yeux. Voici un reportage signé Africa News. Leur drapeau flotte depuis près de 15 jours déjà sur Lashkargah. Dans cette capitale de province, les images d'une apparente reconstruction après les combats cachent une situation.
La peur d'Afghans qui, à plus de 600 km de l'aéroport de Kaboul, doivent vivre dans le secret, comme dans de nombreuses villes d'Afghanistan. Selon des témoignages recueillis par France 24, à l'ouest du pays, les talibans appellent les fidèles à dénoncer certaines catégories d'Afghans. Quand les talibans sont entrés dans notre ville, je me suis cachée, car je savais qu'ils viendraient nous chercher tôt ou tard. 1 ou 2 jours après, mes anciens voisins m'ont dit que les combattants talibans allaient à la mosquée du quartier pour demander aux fidèles s'ils connaissaient des activistes, journalistes ou qui que ce soit qui a travaillé avec les étrangers. Dans une autre ville de l'Ouest, les combattants islamistes s'appuient également sur les données gouvernementales et américaines tombées entre leurs mains. Selon nos contacts, ils bénéficient aussi de nombreux collaborateurs. Avec les listes qu'ils ont créées avec l'aide de policiers corrompus, ils ont commencé à aller de maison en maison. Je ne vois pas d'autre option que d'essayer de quitter le pays. Si je reste, je risque non seulement ma vie, mais aussi la sécurité de ma famille. Jusqu'ici, le mouvement taliban a soigné sa communication. Il a ainsi annoncé une amnistie pour les ex-membres des forces de sécurité afghanes. Mais pour certains observateurs, les témoignages recueillis laissent craindre une vaste répression après le départ des troupes étrangères encore présentes à Kaboul. Les talibans ont prévenu, elles doivent avoir quitté le pays au 31 août prochain. Nous resterons toujours en Afghanistan dans ce journal. Afghanistan, les talibans inquiets devant la fuite des cerveaux. Les talibans réclament que les Afghans éduqués restent au pays car ils ont désespérément besoin d'eux à des postes clés. Voici un reportage signé I24 News. L'Union européenne aura bien tenté de faire pression sur Washington. Lors de la réunion du G7 avec les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni, l'UE avait exhorté Joe Biden à sécuriser l'aéroport de Kaboul aussi longtemps que nécessaire. Mais confronté à un ultimatum des talibans, le président américain confirme la date butoir du 31 août. Le plus tôt nous pourrons finir, le mieux ce sera. Chaque jour d'opération apporte un risque supplémentaire pour nos troupes. Mais l'achèvement de la mission pour le 31 août dépend de la continuité de la coopération des talibans, qui doivent permettre l'accès à l'aéroport aux personnes que nous évacuons et de l'absence d'entrave à nos opérations. En outre, j'ai demandé au Pentagone et au département d'État des plans d'urgence pour ajuster le calendrier si cela devait être nécessaire. Si de nombreux pays auraient préféré laisser plus de temps aux exfiltrations d'Afghans jugés à risque dans leur propre pays, Joe Biden justifie cette décision par la menace croissante d'une attaque terroriste contre les civils et les soldats massés à l'aéroport de Kaboul. Le dirigeant démocrate fait valoir en outre que Washington a déjà contribué à l'évacuation de plus de 70 000 personnes depuis la mise en place du pont aérien le 14 août, veille de l'entrée des combattants islamistes dans Kaboul. De leur côté, les talibans accusent les Occidentaux de vider le pays de sa population la plus qualifiée. Les États-Unis poursuivent leur ancienne politique consistant à inviter des gens et à les faire monter dans des avions. Ils évacuent les Afghans, c'est déchirant. Nous demandons aux Américains de changer cette politique. N'encouragez pas les Afghans à fuir le pays. Nos experts, ingénieurs, médecins, analystes et ceux qui ont été éduqués ici, ce pays a besoin de leurs compétences. Depuis leur prise de pouvoir, les talibans s'efforcent de se présenter sous un jour plus modéré, mais sans convaincre. Ils ont notamment assuré que les Afghans employés dans l'administration pourraient retourner au travail et que la sécurité serait assurée, en précisant qu'elles devraient rester chez elles d'ici là. En Somalie, signature d'une nouvelle feuille de route électorale politique. Un consensus a été trouvé pour l'organisation des élections législatives. Le gouvernement a signé une nouvelle feuille de route électorale avec les États fédérés. Cependant, les partis d'opposition ont rejeté certaines dispositions de cette entente consensuelle. Voici un reportage signé Africa 24. L'organisation des élections législatives se précise en Somalie. Le gouvernement central et les autorités fédérales du pays ont signé une nouvelle feuille de route électorale le 22 août 2021. Les points délicats, notamment la sélection des délégués, le budget électoral et la sécurité, ont été adressés. Sur le plan politique, la désignation sur une base clanique des délégués électoraux garantit la participation de toutes les composantes sociologiques de la nation, en réservant également 30% des sièges à pourvoir aux femmes. Cet accord contribue à la modernisation de la vie politique. Sur le plan financier, l'accord garantit d'abord la disponibilité de la logistique électorale. Ensuite, il facilite le déploiement des partis politiques.
Et enfin, il garantit le financement des activités des différentes commissions électorales qui ont été constituées, en recommandant le renforcement du dispositif sécuritaire et notamment du dispositif de lutte antiterroriste, constitue la voie vers une élection apaisée. Alors que le processus électoral plusieurs fois bloqué est relancé en Somalie, une coalition de candidats d'opposition rejette certaines dispositions de la nouvelle feuille de route. Ils ont qualifié le processus électoral de violation des accords électoraux précédents qui stipulaient que les élections devaient être libres et équitables. La coalition de l'opposition demande que les États maintiennent la facilitation et la sécurité électorale, mais appelle à l'indépendance dans la sélection des délégués électoraux. Le rejet du consensus par les partis d'opposition s'explique par l'absence de ces partis du processus de négociation et du fait de cette absence, ces partis ne se reconnaissent pas dans les résolutions adoptées et par conséquent contestent leur légitimité. Les élections législatives somaliennes ont lieu du 12 septembre au 2 octobre 2021. Chaque député sera élu par 101 délégués, ce qui signifie que 27 775 électeurs voteront cette année. C'est le double du nombre de ceux qui ont participé au scrutin de 2016. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas. Production et de réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Vague de chaleur à Boston pour aujourd'hui. Boston 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Il fait chaud. Les Américains disent it's scorching hot. Alors pour Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Allez-vous c'est pour demain. Au revoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.